Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans. J'avais envie, en tant que journaliste qui couvre depuis plus de 10 ans ces sujets agricoles de manière régulière, de donner à voir la réalité de l'agriculture telle que je la vois et telle que je n'avais pas l'occasion de la montrer dans les émissions et dans les formats et dans les reportages que je montrais par ailleurs et que je voyais pas non plus dans d'autres émissions autour des miennes. Et on a très vite fait de condamner l'agriculture pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas. Et je pense que c'est absolument essentiel de montrer aussi ce que ces agricultrices et ces agriculteurs font au quotidien et la façon dont ils transforment leurs modèles et les risques qu'ils prennent aussi pour transformer ces modèles-là. J'avais vraiment très envie de créer ces vidéos-là pour qu'il y ait une rencontre entre les consommateurs et les producteurs sur des sujets qui nous concernent des deux côtés. Mais je savais pas que ça allait avoir un tel retentissement au niveau de ces débats en commentaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a vraiment pas quand on diffuse une vidéo à la télé. Dans cet épisode, on est avec Pierre Girard, attachant et enthousiasmant journaliste scientifique, spécialisé dans la vulgarisation des sciences, surtout l'environnement, le climat et l'agriculture. Il est en particulier connu pour l'émission Xenius sur Arte, qu'il anime depuis 13 ans avec la journaliste allemande Dorte Ekeberg, j'espère que je l'ai bien dit, ou l'émission de 15 épisodes La science déconfinée, produite durant le confinement en France et en Allemagne. Pierre cherche aussi à toucher un public plus large et à interagir avec lui au travers de sa chaîne YouTube Tous Terriens, dédiée au monde paysan et réunissant plus de 22 000 abonnés. Il souhaite créer les conditions d'une conversation bienveillante entre l'agriculture et l'écologie, entre les urbains et les ruraux. Pour enregistrer notre interview, il nous a invités dans la ferme urbaine de l'entreprise Sous les Fraises, à Aubervilliers, un lieu de production agricole au cœur de la ville, un symbole de son travail de journaliste et de vulgarisateur. Depuis notre interview au mois d'octobre 2021, l'émission Xenius a entamé sa dernière saison après 13 ans de découverte, d'expérimentation et de vulgarisation. Ne vous en faites pas, Pierre va revenir sur nos télés et sur le web avec une nouvelle émission centrée sur l'agroécologie en Europe et toujours sur Arte. Au mois de mars, vous pourrez également croiser Pierre au Salon international de l'agriculture 2022 à l'occasion du concours Filme ta science organisé par le CIRPA. On a pris énormément de plaisir à discuter avec Pierre et j'ai essayé dans cette interview d'être plus décontracté, de prendre plus la parole pour sortir des formats académiques. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou LinkedIn pour me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous plaît. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Pierre Girard. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup de nous avoir invités dans un lieu particulier, dans une ville que nous on ne connaît pas bien et qu'on d'habitude on fuit, puisqu'on est à Paris, enfin plus exactement à Aubervilliers, dans une ferme urbaine. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu nous as invités ici ? Alors c'est pas exactement moi qui invite, c'est Sous les Fraises, Johan et Marie qui ont la gentillesse de nous accueillir dans leur ferme urbaine qui existe depuis quelques années ici à Aubervilliers. On est au milieu d'une zone très urbaine, on est vraiment à quelques mètres du périphérique parisien, donc plus urbain ça n'existe pas. Et dans une de leurs fermes, donc Sous les Fraises, ils ont une entreprise qui gère plusieurs fermes principalement autour de Paris avec une technique qu'ils ont mise au point, des plantations, des cultures verticales qu'on retrouve dans certains endroits à Paris sur les toits. Et ici, ils organisent des ateliers pour expliquer, donc c'est la ruralité qui infuse dans la ville ici autour de nous. On voit des fraises, on voit des tomates, on voit plein d'herbes aromatiques et c'est agréable comme cadre. C'est plutôt calme alors qu'on est vraiment à quelques mètres de ce périphérique, de cette autoroute urbaine. Avant de te présenter, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était important pour toi de faire cet enregistrement dans une ferme urbaine, en tout cas, quels sont les symboles pour toi de l'agriculture urbaine ? Alors c'était important, donc Johan et Marie ont accepté de nous inviter ici parce que pour moi, au centre de mon travail de journaliste, il y a ce trait d'union vraiment central entre le monde urbain et le monde rural que j'aimerais bien retracer
qui a un peu tendance à disparaître. Et donc cette ferme urbaine, pour moi, elle symbolise ce trait d'union qu'on est en train de recréer entre le monde rural juste derrière nous et le monde urbain devant nous. C'est pas l'élément essentiel de ce trait d'union, c'est pas le seul aspect qu'il va falloir développer dans les années à venir, mais c'est un peu la relation entre ces deux mondes qu'on réécrit. La ville prend beaucoup de place dans nos vies partout en France, et ici on a enfin l'impression que la campagne prend un petit peu de place sur la ville et retrouve un peu la place qu'elle devrait avoir un peu dans notre quotidien. On entre vite dans la thématique, donc, l'agriculture, la science. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Pierre Girard, je suis journaliste scientifique, pas scientifique journaliste, mais journaliste scientifique, c'est-à-dire que je vulgarise les sciences, essentiellement quand il s'agit d'environnement, de climat par exemple, et d'agriculture. On me connaît pour les émissions que je fais sur Arte, Xenius notamment, La science déconfinée, et puis on me connaît aussi pour les vidéos que je publie sur YouTube en matière d'agriculture et d'agroécologie. Sur la chaîne Pierre Girard ou l'émission Tous Terriens. Exact. Souvent, enfin même à chaque fois, on demande à nos invités quel a été leur parcours, comment ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, et notamment quelles études ils ont fait ou pas faites justement, pour réussir à inspirer les gens, pour les jeunes, surtout quand on se demande qu'est-ce que je vais faire et comment je peux devenir. Je vois Pierre Girard à la télé, je le vois sur YouTube, comment je peux devenir Pierre Girard? Alors, je sais pas comment on peut devenir Pierre Girard, et je sais pas si mon parcours va inspirer beaucoup de monde, parce que j'ai tendance souvent, quand on me pose la question, quand des jeunes me posent la question, à dire il n'y a pas de parcours typique, il n'y a pas de parcours qu'il faut faire absolument pour devenir journaliste ou pour faire des vidéos sur YouTube. Je peux expliquer ce que j'ai fait. J'ai eu la chance d'avoir été assez clair sur ce que je voulais faire depuis que j'étais au collège. En fait, depuis cet âge-là, je savais que je voulais devenir journaliste pour mettre à la portée des informations, expliquer à la société des phénomènes complexes, scientifiques, environnementaux. C'est vrai que quand j'étais au collège, c'était l'âge où il y avait le naufrage de l'Erika, il y avait José Bové qui s'engageait sur la question des OGM, et où j'avais l'impression que dans les médias que je consommais, à la télévision, dans les journaux, il y avait très peu d'informations qui me permettaient de comprendre la complexité de ces sujets-là. Et c'est ce qui m'a décidé finalement à devenir journaliste à l'époque. Et donc voilà, donc j'ai assez vite, à partir du moment où j'ai vu un conseiller d'orientation dans mon établissement scolaire, je lui ai posé la question comment je peux faire ça. Et finalement, il m'a expliqué comment intégrer le plus vite possible une école de journalisme, ce que j'ai essayé de faire. Et donc finalement, directement après mon bac, je suis allé faire l'école de journalisme, l'Institut de journalisme de Bordeaux, qui était à l'époque un IUT, donc j'avais la possibilité de faire le concours directement après mon bac, que j'ai réussi. Et directement après mon diplôme de journalisme en poche, je suis parti en Guyane, où j'ai commencé ma carrière de journaliste. Voilà. Mais la plupart des écoles de journalistes, il faut faire des études d'abord, non, pour pouvoir ensuite rentrer. Donc c'est particulier ce que tu as fait. C'est particulier, et cette école a changé de statut assez rapidement. Mon école a changé de statut assez rapidement après. Maintenant, il faut faire des études avant. Et puis, il faut surtout passer un concours. Mais surtout, ce que j'aimerais bien dire aux personnes et aux jeunes, surtout qui écoutent ce podcast, c'est que c'est pas non plus un passage obligé, l'école de journalisme. Si on veut faire du journalisme, si on veut travailler dans les médias et expliquer aussi des phénomènes complexes, des phénomènes environnementaux, des phénomènes scientifiques aux gens, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme de journaliste. Il y a, je crois, plus de la moitié des journalistes aujourd'hui qui n'ont pas de diplôme en poche. Donc tu commençais à nous dire que tu as commencé ta carrière en Guyane. Alors qu'est-ce que tu es allé faire là-bas ? Je suis tombé amoureux de la Guyane, et j'ai eu la chance d'être accueilli par la rédaction de France Guyane, qui est un des titres qui malheureusement... Voilà, je sais pas où on en est aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de difficultés. En tout cas, c'est une rédaction géniale qui m'a permis, en tant que jeune journaliste, de découvrir... Alors,
j'avais la casquette de l'activité spatiale, donc j'ai traité pas mal de sciences, mais bon, l'activité spatiale en Guyane, c'est aussi des actualités politiques, des actualités sociales, etc. Et puis j'ai pu traiter... Et environnemental, forcément. Et sur un périmètre assez important en Guyane. Et donc voilà, donc en Guyane, j'étais dans une super rédaction qui m'a permis de découvrir le métier, qui m'a permis de découvrir un pays très attachant, auquel je suis toujours très attaché aujourd'hui, auquel je suis intimement lié toujours. Et tu as fait le grand écart, puisque tu viens de Strasbourg, tu as fait tes études à Bordeaux, et ensuite tu vas en Guyane, ça a dû être le choc thermique. Voilà, j'ai continué toujours plus vers le sud-ouest. Ouais. Et puis tu as su t'adapter aussi, parce que les enjeux en Guyane, même le spatial, ce que soit le spatial, mais aussi tout l'environnement guyanais, ça n'a rien à voir avec ce à quoi tu étais habitué. Non, ça n'a rien à voir. J'ai découvert vraiment une région française que... cette découverte de la Guyane et cette découverte des Guyanais surtout, c'était pour moi un moment de vérité, parce que je me suis rendu compte qu'on connaissait très très peu sur cette région qui est une région française officiellement et à laquelle on faisait très peu attention finalement, qui était très peu présente dans les médias à l'époque où je travaillais là-bas. Donc pour moi, c'était un moment très important de découverte de ce qu'est qu'être guyanais et de cette présence au monde. Et voilà. Si on regarde ta fiche Wikipédia, après la Guyane, tu as enchaîné avec l'Allemagne et tu as travaillé en tant que journaliste aussi à Berlin. Voilà, j'ai commencé en tant que correspondant pour des médias français à Berlin. Beaucoup de médias français, finalement, c'était la période de la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne, donc il y avait beaucoup à dire, beaucoup à faire, beaucoup à écrire, beaucoup de reportages à tourner. J'ai travaillé beaucoup pour France 24 et après je continue l'histoire, et après j'ai continué, j'ai eu la chance de participer au développement de l'émission Xenius pour Arte. Donc c'est comme ça que je suis arrivé chez Arte, par cette porte-là. Arte, et ton arrivée chez Arte a été sûrement facilitée par le fait que tu parlais allemand. Ah oui, sans doute, oui, puisqu'en l'occurrence pour l'émission Xenius, c'est notre langue de travail pour Xenius, l'allemand. On parle allemand entre nous dans la rédaction. Donc c'était un prérequis, effectivement, au moment du développement de l'émission. Et donc oui, c'était important que je parle allemand. Ouais. Parce que peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais Arte, c'est une chaîne franco-allemande et il y a autant de contenu fait par des Français que par des Allemands. C'est ça le principe, c'est que donc il y a Arte France. Alors je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement compliqué comme organisation, mais la chaîne est donc les programmes sont produits pour moitié par Arte France et pour moitié par Arte Allemagne. Voilà. Et donc Xenius fait partie des programmes d'Arte Allemagne, c'est pour ça que notre langue de travail, c'est l'allemand. Depuis petit, et comme beaucoup de gens passionnés de nature, et ensuite en allant à la fac, regarder les reportages Arte, surtout les reportages en forêt ou en Amazonie, même en Europe, c'était un peu l'objectif ultime, et c'était ce qu'on nous disait directement quand on arrivait en fac. Les profs disaient, si vous pensez que vous allez faire des reportages Arte, ça va être la grande désillusion, laissez tomber. Donc est-ce que pour toi aussi c'était un Graal d'entrer chez Arte, et qu'en est-il aujourd'hui maintenant que tu travailles depuis des années à ton émission ? Je suis dans la même situation que toi. Moi, j'étais spectateur d'Arte avant de travailler pour cette chaîne, donc c'était... alors je sais pas si c'est un Graal, mais c'est absolument, c'est une chance inouïe de pouvoir travailler pour cette chaîne-là, effectivement, où on place la qualité des contenus, la qualité des programmes, la qualité esthétique aussi au centre des programmes et au centre du travail. Donc ça, c'est sûr. Après, ce qui est surtout intéressant dans le travail pour cette chaîne-là, c'est qu'on remet constamment en question la façon dont on travaille, les sujets dont on traite, mais aussi la façon dont on diffuse. Il y a une évolution actuelle qui est intéressante, sur laquelle on travaille depuis quelques années à Arte, c'est de dire que les usages, la consommation de médias a changé beaucoup. On est de moins en moins nombreux à regarder la télévision en flux, et de plus en plus nombreux à la regarder en replay ou sur les réseaux sociaux. Et on
pense maintenant cette offre de programme comme une offre qui doit se décliner non plus seulement sur un écran de télévision dans le salon, mais aussi sur le smartphone et sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant et j'avoue que c'est aussi une chance de travailler pour une chaîne qui sait reconnaître ces tendances-là assez tôt. Vu de l'extérieur, on a vraiment l'impression qu'Arte est une chaîne assez visionnaire. Je sais pas ce qu'il en est après quand on y travaille. Tu le dis que c'est quelque chose que vous développez depuis des années, même avec Xenius. Et on le voit très bien sur YouTube, par exemple, avec la chaîne Vortex qui regroupe tout un tas de YouTubeurs, de vulgarisateurs et qui créent du contenu sur cette chaîne commune. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est aujourd'hui ou alors ce que ça a pu être de créer ton émission, quel a été le parcours et comment est-ce que ça se passe? Alors c'était il y a 13 ans qu'on a créé Xenius. Tu veux dire créer l'émission il y a 13 ans ou créer une émission comme ça? Moi ça m'intéresse de savoir comment tu l'as créé à l'origine et ensuite comment ça se déroule une émission. Ouais, à l'origine, Xenius il y a 13 ans, ce que peu de gens savent, c'est que, ou ce dont on se souvient peu, c'est que avant Xenius et avant toutes les émissions qui sont nées la même année, il n'y avait pas de programme sur Arte en dehors de la soirée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si tu te souviens, il y avait France 5 en journée avant, sur cette chaîne-là. Oui, il n'y avait pas la chaîne Arte en elle-même, il n'y avait que France 5 pendant toute la journée, il y avait des passages où ça devenait Arte. Le soir, c'était Arte quand même, ça existait. Et donc à partir et nous, on est arrivé à un moment où on nous a dit, vous allez créer un après-midi de programme, vous allez participer à la création de cet après-midi, lui donner corps, lui donner vie. Donc l'idée c'était qu'on crée un programme, un magazine le magazine de la connaissance d'Arte, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, où on parle de science, où on parle de sujets qui concernent les gens et où on transmet des connaissances. Voilà, donc c'était un peu notre challenge et il fallait qu'on s'adresse à ce public qui était présent devant son téléviseur l'après-midi. Donc en l'occurrence, il y avait le programme déjà, le public déjà traditionnel de la chaîne qui était plutôt plus âgé que sur d'autres. Et l'après-midi, un public un peu plus jeune, d'étudiants, de lycéens, de personnes qui sont à la maison l'après-midi, qu'il fallait conquérir, qui ne connaissaient pas encore la chaîne. Donc nous, c'était le challenge qu'on avait en créant Xenius. Donc on a inventé cette émission-là pour remplir cet objectif-là. Quand tu dis on, est-ce que c'est avec ta partenaire oui, à l'écran? Dorte Eichelberg et la rédactrice en chef Eva Schmidt aussi, qui c'était un peu, il y avait on était plus nombreux dans l'équipe, mais disons que je dis on parce que c'est une petite famille qui a créé à l'époque, avec laquelle on a créé Xenius et avec laquelle on fait l'émission. Ouais. Voilà. Okay. Et comment se déroule une émission? Donc à la fois, comment est-ce que vous choisissez les sujets? Comment est-ce que ça s'organise? Est-ce que vous tournez plusieurs émissions d'affilée? Mais aussi, qu'est-ce que c'est une émission Xenius si tu devais la présenter pour qu'on la regarde? Donc c'est une émission de 26 minutes, monothématique, c'est-à-dire qu'on a dans chaque émission, c'est une quotidienne, chaque jour un sujet différent. Donc ces sujets-là, on les choisit bien à l'avance, en général 2 fois par an pour un semestre entier, on choisit des sujets. Et grosso modo, on a 2 mois pour préparer une émission avant le tournage et 2 mois pour faire la post-production. C'est une post-production qui est assez longue parce qu'il y a toujours 2 versions langues. Elle est diffusée en allemand d'un côté et en français de l'autre. Donc ça demande pas mal de travail. Et donc la fabrication d'une émission, c'est pas toujours le cas, mais grosso modo, c'est 4 mois. Voilà. Et je me souviens que dans le temps, tu parlais systématiquement en français et Dorte, elle parlait en allemand ou est-ce que j'ai rêvé? Je sais pas si t'as rêvé, mais on a beaucoup switché d'une langue à l'autre. Ce qu'on faisait à la base, c'était qu'on parlait tous les 2 en français quand on était en France et on parlait tous les 2 en allemand quand on était en Allemagne. Après ça a changé selon les années, on a ajusté un peu naturellement, en 13 ans, on a ajusté de temps en temps le concept, notamment sur la langue qu'on parlait. Donc tu disais 4 mois pour préparer une émission? 4 mois entre le moment où on commence à la préparer et le moment où elle est diffusée, en général.
Et c'est combien de temps sur le terrain? Est-ce que vous vous déplacez où vous voulez, ou est-ce qu'il y a un impératif, comme c'est la chaîne franco-allemande, il faut faire des sujets que en Europe, plutôt en France et en Allemagne? Comment ça se passe? On a fait des exceptions, mais en général, le concept, c'est donc on est effectivement sur le terrain, j'ai oublié de le dire à la base, donc on se promène avec ma collègue allemande, on voyage à travers l'Europe à la rencontre de ceux et celles qui font la science, au sens très large du terme, et sur place, on a une journée par émission de tournage en général. Ça peut être plus long selon les sujets, selon ce qu'on veut voir. En faisant des recherches sur ton travail, j'ai remarqué qu'il y avait tu étais caractérisé par une forte adaptabilité. Donc, par exemple, quand vous pouviez plus faire d'émissions pendant le confinement, tu l'as cité tout à l'heure, mais vous avez fait la science déconfinée. Donc c'était comment ça s'appelle, en visio. Donc toi, tu étais chez toi à Strasbourg et Dorte, elle était à Berlin, j'imagine. C'est ça, à Berlin. Voilà. Mais il y a aussi plein de choses que tu as fait. Tu as travaillé pour des émissions où tu présentais en live sur les réseaux sociaux. Tu as fait une visite en VR, en réalité virtuelle de l'usine d'Airbus. Est-ce que c'est important pour toi d'aller chercher tous les médias? Est-ce que tu avais cette vision aussi quand tu as démarré le journalisme, que c'était pas juste la télé et les magazines, et qu'il y avait d'autres voies à aller explorer? Disons que pour moi, dans mon travail de journaliste, d'abord il y a le sujet et la façon dont je vais diffuser ce sujet, atteindre le public. Donc cette question, elle se pose systématiquement. J'ai pas envie d'avoir une réponse standard. Quand je veux, par exemple, là, ce que tu viens de dire sur la visite en réalité virtuelle d'Airbus, je voulais parler de cette usine qui produit l'A380. Malheureusement, la production s'est arrêtée depuis. Mais je voulais donner une idée de cette dimension. Et pour donner une idée de cette dimension de l'usine, la réalité virtuelle me semblait le médium adapté. Pour Tous Terriens, sur YouTube, en revanche, j'avais envie de donner... de montrer un peu cette visite, cette rencontre avec les agricultrices et les agriculteurs, et de créer une interaction entre les différentes personnes qui vont voir ce sujet. Donc là, en l'occurrence, YouTube s'est imposé. C'est plutôt toujours la diffusion s'adapte au sujet, et le sujet s'adapte pas au mode de diffusion, pour moi. Donc la priorité pour toi, tu viens de le dire, c'est de diffuser ton sujet, peu importe la plateforme. Donc sur YouTube, tu travailles sur les thématiques, selon tes mots, des agricultures de solutions, et tu es à la recherche des bons exemples. Quelle peut-être la différence entre travailler pour Arte, pour Xenius ou pour des documentaires, et ce que tu peux faire sur YouTube? Donc là, ta liberté de ligne éditoriale, liberté de ton, l'interactivité que tu peux avoir avec tes auditeurs, enfin avec tes spectateurs plutôt. Voilà, les spectateurs, les abonnés ou la communauté, effectivement. Oui, la commu. La commu. Moi, je les appelle la communauté terrienne maintenant. C'était pas le cas au départ, mais j'aime bien cette idée de la communauté terrienne. C'est ça, finalement, la différence principale que j'y trouve, c'est qu'il y a vraiment une communauté, une petite famille d'habitués, de fidèles qui se créent et qui se retrouvent à chaque... En plus, ça fait trois vidéos maintenant que je fais, que je sors en mode première, où vraiment on se retrouve en communion à l'heure de sortie, et je trouve ça assez chouette. On discute en chat, en direct à ce moment-là, et puis après, surtout, c'est ce qui se passe dans les commentaires en bas de la vidéo que je trouve absolument génial. Ça, c'est pour moi une très très grande différence par rapport à ce que je fais pour la télé par ailleurs. C'est finalement, la vidéo, elle commence presque à partir du moment où les gens l'ont visionné. En tout cas, c'est au moins aussi important de voir les débats qui se passent après avoir visionné ces vidéos-là, et c'est quelque chose que je soupçonnais pas. Alors j'étais vraiment, j'étais un grand consommateur de vidéos YouTube avant d'en faire moi-même, et j'avais l'habitude aussi de commenter les vidéos, et de les liker, et de les partager, etc. Mais je m'attendais pas à ce que ça fasse une telle différence en tant que créateur de vidéos, cette interaction avec la communauté. J'en rêvais un petit peu, c'était la raison qui m'avait poussé à le faire sur YouTube, ces vidéos sur l'agriculture.
J'avais vraiment très envie de créer ces vidéos-là pour qu'il y ait une rencontre entre les consommateurs et les producteurs sur des sujets qui nous concernent des deux côtés. Mais je savais pas que ça allait avoir un tel retentissement au niveau de ces débats en commentaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a vraiment pas quand on diffuse une vidéo à la télé. On discute en famille devant le téléviseur. Enfin, on discutait, parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai plus vécu, en famille devant le téléviseur. Mais il n'y avait pas du tout ce dépassement du cercle, du foyer, finalement, du familier, où on confronte son expérience de spectateur avec celle d'autres spectateurs qui vivent peut-être une toute autre réalité et qui ont eu une interprétation très différente du reportage qu'ils viennent de voir. Ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux et je pense de très important pour avancer sur ces questions d'agriculture et d'écologie. Et pour préciser, tu disais que tu publiais maintenant depuis 3 vidéos en première. Ça veut dire que tu annonces sur YouTube que la vidéo sera publiée à telle heure et pendant le temps du visionnage, les gens peuvent interagir avec toi par le chat. C'est ça, on recrée, alors pour ceux ou celles qui ont l'habitude de regarder des choses à la télévision plutôt que sur Internet, on recrée finalement ce que c'était que d'avoir une émission diffusée en flux, en direct, et où on se retrouve tous à la même heure devant son poste. On le recrée sur YouTube pour quelques minutes, et je trouve ça assez chouette. J'imagine que pour une de tes vidéos YouTube, tu prends pas 4 mois de préparation et de réalisation? Ça dépend lesquels. Mais en général pas. En général c'est plutôt oui. Oui et non, parce que franchement il y a beaucoup de choses que je mets pas dans la vidéo aussi, parce qu'à chaque sujet je consulte des scientifiques, je consulte pas mal de sources aussi pour enrichir ces contenus-là, et c'est pas forcément quelque chose que je développe dans la vidéo, mais pour moi c'est très important que tout ce que je dis en commentaire, que tout ce que j'écris aussi autour de la vidéo soit extrêmement précis et extrêmement correct et irréprochable au niveau contenu, parce que pour moi c'est la base d'une discussion constructive, c'est que tous les faits qu'on livre en tant que journaliste soient absolument justifiés. Oui, et tu mets peu de choses, enfin c'est pas que tu mets peu de choses, mais il y a beaucoup de choses que tu peux pas mettre dans la vidéo parce que tu tiens, je pense, à un format de 10 minutes, que ce soit pour Xenius, quand j'ai vu sur La Science déconfinée, ou sur ta chaîne YouTube. Ouais, effectivement. J'exclus pas de changer de durée. Personnellement, c'est une durée que je trouve agréable en tant que spectateur de vidéos YouTube aussi. C'est pas trop court, pas trop long. On peut en voir une autre après, ou 2 autres après, ou 3 autres après. Et surtout, on a le temps après de laisser un petit commentaire et de lire les commentaires des autres, d'y répondre, etc. Et ça, c'est un peu la raison pour laquelle j'aime bien ces 10 minutes. C'est un peu mon format. T'as peur que si tu faisais des documentaires de 30 minutes, les gens quitteraient YouTube directement et passeraient pas par la case débattre, commenter, etc. Peut-être, mais j'ai pas encore fait l'expérience. Faudrait que j'essaye. Ok. Et est-ce qu'il y a une vraie différence de l'accueil chez les gens que tu avais visités, donc les scientifiques, mais aussi pour ta chaîne YouTube, les agriculteurs, quand tu es en configuration télé ou quand tu es en configuration YouTube? La taille de l'équipe est différente parce qu'on est 2 pour YouTube, on est 9 pour Xenius par exemple. C'est pas toujours 9 pour une émission de télé, mais on est plus nombreux globalement. En dehors de ça, moi je fais pas trop de différence entre un tournage YouTube ou un tournage télé, ou entre un format YouTube ou un format télé. Disons que c'est le même travail de préparation, le même travail d'explication en amont pour moi, de la façon dont je vais arriver, de ce dont je souhaite parler, de ce que je souhaite expliquer aux spectateurs après. Je veux dire, les agricultrices et les agriculteurs que je vais rencontrer, je prends le temps de leur expliquer ce que va être cette vidéo, à qui elle sera montrée, comment elle sera montrée, et c'est un travail qui est fait en amont pour que
le tournage se passe bien et qu'ils soient tranquillisés au moment où j'arrive en général. Ouais. Et est-ce que tu leur montres la vidéo avant qu'elle soit sortie ou Non. tu as leur accord Non, ça c'est un principe que j'ai. Alors je pars du principe que quand on est d'accord sur le... Sur le fond et sur ce que... Il y a une sorte de contrat moral. Je leur explique dans quel cadre ce sera montré, comment je vais le mettre en contexte. Mais leur montrer, non, pas forcément avant. Voilà, ça c'est ma liberté rédactionnelle que je prends. Ok. Et pour plus de transparence pour les gens qui, surtout les jeunes qui s'imaginent, moi je vais faire une chaîne sur l'agriculture et puis je vais en vivre. Comment est-ce que ça se passe? Aujourd'hui, tu as une chaîne à 17 600 abonnés. Je te l'ai appris tout à l'heure, mais tu as 1,5 million de vues, toutes les vidéos confondues, et tu as 25 vidéos. Depuis combien de temps est-ce que tu es sur YouTube déjà? Alors en tant que créateur de vidéos, depuis bientôt 3 ans. Voilà, je commence la 3e saison de Tous Terriens, mais ça fait un peu plus longtemps. La deuxième a été un peu chaotique avec le Covid, un peu interrompue, on va dire. C'était un peu plus compliqué de tourner. Donc tu me posais la question comment est-ce qu'on fait tourner tout ça Oui, c'est ça, parce que finalement ça fait 3 ans, tu dis que tu es sur YouTube, 25 vidéos, vous êtes 2 sur le terrain, et tout à l'heure tu m'as dit que c'est pas toi qui fais le montage, donc il y a quelqu'un d'autre qui fait le montage. Non, pour Tous Terriens, c'est moi qui fais le montage. Ah, c'est toi qui fais le montage, ouais, d'accord. C'est important pour moi. Okay. On entend quelques klaxons autour de nous, on est toujours dans cette ferme urbaine. Disons que pour YouTube, c'est plutôt je dégage pas de bénéfices de cette activité-là. Il y a des revenus publicitaires assez minimes, mais qui me permettent pas tout à fait de couvrir les frais que j'ai. Tous Terriens aujourd'hui, c'est vraiment pour moi un engagement, on va dire quasiment de citoyen. C'était une réaction à la base, je savais pas du tout dans quoi je m'engageais. J'avais envie, en tant que journaliste qui couvre depuis plus de 10 ans ces sujets agricoles de manière régulière, de donner à voir la réalité de l'agriculture telle que je la vois et telle que j'avais pas l'occasion de la montrer dans les émissions et dans les formats et dans les reportages que je montrais par ailleurs et que je voyais pas non plus dans d'autres émissions autour des miennes. J'étais très régulièrement dans des fermes, très régulièrement au contact de personnes qui pratiquaient l'agriculture, de chercheurs en agronomie, et je me rendais compte qu'il y avait un vrai dynamisme, une vraie passion, un vrai engagement pour faire évoluer les méthodes qu'on montrait bien moins que finalement les problèmes que suscitait l'agriculture. Et c'était vraiment la raison pour laquelle j'ai ressenti qu'il était de ma responsabilité de journaliste d'apporter ces informations aussi dans un contexte où, particulièrement ici en ville, on est très critique vis-à-vis de l'agriculture et on a envie de porter des changements, et on a très vite fait de condamner l'agriculture pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas. Et je pense que c'est absolument essentiel de montrer aussi ce que ces agricultrices et ces agriculteurs font au quotidien et la façon dont ils transforment leur modèle et les risques qu'ils prennent aussi pour transformer ces modèles-là. Donc pour moi, c'était un engagement au départ bénévole, effectivement, qui maintenant me rapporte un tout petit peu, mais qui me permet, que je peux faire effectivement parce que par ailleurs j'ai d'autres contrats qui me permettent de gagner ma vie. Mais pour moi, c'est essentiel de rétablir un peu la vérité et de pratiquer aussi ce journalisme constructif. Tu me trouves une transition, là je vais te citer, c'est en cherchant bien, on trouve des tas d'initiatives super positives dont on n'entend jamais parler. Donc ce qui démontre pour nous un besoin très important des agriculteurs en communication, de savoir communiquer, ou en tout cas être aidé à ce niveau-là. Et toi, au téléphone, on avait parlé de ce qui t'avait poussé aussi en tant que journaliste à créer du contenu comme ça sur YouTube. C'était le traitement souvent très peu sérieux ou peu sérieux de l'agriculture par le journalisme. Ouais, c'est ça, c'est ce que je te disais du traitement un peu biaisé. Il y a aussi, peut-être une certaine condescendance. Et je me mets dans le lot, à la fois, j'ai pas envie de
généraliser sur tous les journalistes parce que c'est très difficile de généraliser, que ce soit sur les journalistes ou sur les agriculteurs. Mais on a tendance dans les médias, je fais mon mea culpa en disant ça, à être un peu trop condescendant sur les sujets agricoles, en pensant que c'est des sujets simples, entre guillemets, sur lesquels on n'a pas besoin de se préparer autant que quand on traite d'un sujet politique peut-être, ou d'un sujet pour lequel on va aller dans un laboratoire, ou sur la fabrication d'un lanceur Ariane, etc. Non, il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de préparer ces sujets agricoles de la même manière, et j'ai pas l'impression qu'on ait la mesure aujourd'hui de l'importance de ces sujets et du sérieux qu'il faut avoir en les préparant et en les traitant. Ouais, donc aujourd'hui, tu essayes d'avoir un regard objectif et réaliste sur l'agriculture. Donc toi, tu dis source de solutions écologiques. Et je vais te lire plusieurs citations que j'ai prises lors de tes interviews ou dans tes vidéos. Donc, tu dis que le monde paysan nous concerne tous, et tu penses que la vérité se trouve quelque part entre les mensonges de l'industrie agroalimentaire et les discours catastrophistes. Et avec ton travail de journaliste sur YouTube, tu essayes de créer les conditions d'une conversation bienveillante entre l'agriculture et l'écologie, entre les urbains et les ruraux. Est-ce que ça définit bien ton travail ? Ouais, je pense que ça définit assez bien mon travail. La première citation, c'est la citation de la vidéo de présentation que j'ai tournée avant même de tourner la première vidéo Tous Terriens. Donc elle date un petit peu peut-être, je ne sais pas si je dirais les mensonges de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, parce que finalement, à force d'en parler, on s'est rendu compte de ce que ça représente. Je pense, je ne sais pas si on peut encore parler de mensonges, mais en tout cas de se dire que la plupart des choses qu'on incrimine à l'agriculture sont liées à l'agroalimentaire, sont liées à l'industrie, sont liées à un certain nombre de choses pour lesquelles malheureusement les agriculteurs eux-mêmes auxquels ils peuvent pas grand-chose. Je pense que quand on a envie, quand on a la conscience de l'urgence environnementale et climatique aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cette question agricole, et il faut qu'on ait il faut qu'on se donne la peine de s'intéresser à ces questions-là si on veut faire quelque chose pour le climat aujourd'hui. Dans ton émission Tous Terriens, tu abordes des sujets très variés. Donc moi, je les ai mis en deux catégories juste pour te faire réagir. Tu abordes certains sujets qui sont que je juge consensuels, en tout cas qui ont eu du succès sur les réseaux sociaux, et je pense qu'ils ne reçoivent pas beaucoup d'opposition. Donc les sujets tels que la permaculture, les micro-fermes, l'agriculture urbaine et le maraîchage sol vivant. Est-ce que tu prends le risque quelque part d'être traité de rêveur et d'être accusé aussi de te concentrer sur des initiatives qui peuvent être considérées marginales ? Peut-être. Alors je sais pas si ces sujets sont vraiment consensuels, parce que l'agriculture urbaine, elle s'en prend plein la figure, la permaculture s'en prend plein la figure. Je suis pas persuadé que sur ces vidéos-là, j'ai eu moins de commentaires négatifs que sur les autres, mais pour moi, c'est essentiel effectivement de traiter d'une très grande diversité de sujets dans cette série Tous Terriens, pour justement éviter d'être placé dans l'une ou l'autre des catégories. Je travaille pour personne en faisant cette série-là. Je veux pas faire la promotion de telle ou telle agriculture. C'est important de montrer une grande diversité et de pas reproduire les erreurs que j'ai pas envie de commettre à la base, en ne parlant que d'une agriculture, en ne parlant que de certaines approches. Donc si on regarde la série dans son ensemble, on se rend bien compte que je m'interdis aucune piste, et que je vais voir vraiment toutes les tailles d'exploitation agricole, toutes les approches, en essayant de trouver de manière constructive là où ça coince, et là où ça peut présenter peut-être pour d'autres des pistes de réflexion et d'évolution. C'est cette vision très, très générale,
très complète un peu de l'agriculture, qui va s'étoffer au fur et à mesure. Parce qu'aujourd'hui, tu as 25 vidéos sur ta chaîne, donc peut-être que quand il y en aura 50, on se dira, regardez les 50 vidéos, vous aurez une idée de l'agriculture en France. Ah, ça serait bien, j'adorerais. Et l'autre catégorie qui m'a interpellé aussi dans tes vidéos, que moi j'appelle les sujets controversés et souvent de fond, quoi, des sujets à débat. Donc tu as parlé avec un agriculteur de l'utilisation des glyphosates dans sa méthode culturelle de conservation des sols. Tu as parlé aussi du gavage, donc des oies des canards, et dans une exploitation qui essayait d'arrêter justement le gavage avec des méthodes très, très innovantes. Tu as parlé du sujet des loups, c'est ta dernière vidéo. Les loups et le pastoralisme, de l'abattage des bêtes sur place à la ferme, du hors-sol, de la polyculture élevage et la place de l'élevage dans les fermes céréalières par exemple, ou même maraîchères, de la difficulté d'acquérir du foncier, et même tu as fait un sujet qui a reçu étonnamment beaucoup de succès sur la culture des pailles, en tout cas la collecte des pailles sur les terres céréalières. Est-ce que là, encore plus que sur le premier sujet, tu risques pas, tu prends pas le risque de recevoir beaucoup plus de critiques ou d'attaques, même personnelles, sur ces sujets? J'en ai reçu beaucoup, effectivement, notamment sur le je m'attendais pas du tout à ça, sur le glyphosate, sur certaines techniques pour trouver des alternatives au glyphosate. Je m'y attendais pas parce que je pense que j'ai présenté tous les faits de manière assez objective, en allant interroger des scientifiques aussi. Surtout que tu prends pas parti quand tu fais un vrai travail de journaliste, où tu ne prends pas parti et tu montres une pratique en particulier, quoi. Tu vas voir ce que font les agriculteurs et tu le présentes pour essayer de créer le dialogue. Ouais, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop peur quand on est journaliste, c'est peut-être la posture un peu spéciale que j'ai par rapport à d'autres vidéastes, à d'autres personnes qui publient des vidéos sur YouTube, c'est que on a finalement une méthodologie, une éthique, on va dire, en tant que journaliste, c'est qu'on donne des informations en suivant une méthode où on vérifie les faits, où on les présente d'une certaine manière pour donner des clés de compréhension à son public. Donc j'ai pas vraiment peur de la réaction qu'il peut y avoir. Ce qui me fait finalement plus peur dans les réactions, c'est qu'il puisse y avoir des débats, et ça peut arriver de temps en temps. Il y a pu y avoir sur certaines vidéos des choses qui partaient dans cette direction-là, où les gens manquent de respect les uns par rapport aux autres, où les spectateurs, les personnes qui commentent manquent de respect les uns par rapport aux autres. Et jusqu'ici, ça s'est plutôt bien passé parce que je modère aussi, c'est aussi une partie du travail, les commentaires, en expliquant qu'on peut exprimer des idées divergentes de manière polie et respectueuse. Ouais, d'ailleurs, tu as bien insisté sur le sujet du glyphosate, et encore plus sur le sujet du gavage des oies. Oui. Où, moi, j'ai trouvé très forte cette vidéo parce que on sent que c'est pas facile de voir ce qui se passe, mais en même temps, ça fait partie d'une réalité, et c'est la mère et la fille qui ont cette exploitation d'oies et de canards. On sent qu'elles ont une envie de changement, et que c'est très difficile, c'est risqué, mais elles y vont quand même, c'est difficile d'accepter des retours très négatifs de la communauté, ou des attaques personnelles sur des sujets où on voit que les gens ils essayent de s'en sortir, quoi. C'est ça, et je pense qu'en montrant ce genre d'exemple sur un sujet aussi extrême que le foie gras, et aussi clivant que le foie gras, ça fait évoluer le regard qu'on peut avoir sur l'agriculture, le regard extérieur qu'on peut avoir sur l'agriculture, en se disant ok, tout n'est pas aussi simple, on peut pas classer dans deux catégories noir-blanc, il y a des choses qui évoluent, qui mettent du temps à évoluer, et je pense que la plupart des personnes qui ont regardé une vidéo, alors qu'elle soit classée dans la catégorie clivante ou non, ou polémique ou non, ont réalisé que finalement une grande partie des personnes qui pratiquent l'agriculture aujourd'hui sont dans un certain processus de transition vers un nouveau modèle, mais que ça prend simplement du temps, et qu'il ne suffit pas
le décréter pour que ça se passe. Et puis aussi, quand on est dans un processus de transition, lapsus révélateur, il faut se séparer, se défaire de ces traditions. Et puis c'est prendre des risques finalement. Quand on est agriculteur, c'est pas simplement mettre un bulletin de vote, c'est aussi prendre des risques de pas avoir autant de rendement cette année-là, ou de faire le mauvais choix, ou de pas arriver à écouler sa production, etc. Donc c'est quand même des choses que j'essaye de montrer d'une certaine manière dans mes vidéos, et qu'il faut comprendre. Je pense qu'il est important de comprendre quand on est simplement consommateur et qu'on s'intéresse à ces sujets-là. Et est-ce que tu as des retours en particulier d'agriculteurs sur ces sujets ? Moi, je pensais plutôt sur ces sujets un peu clivants. Tout le monde était... je veux dire, c'est beaucoup de discussions au préalable. Disons que moi, j'y vais, une fois que j'y vais, en tournage, c'est sans filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que je coupe au montage. Je veux dire, j'embellis pas la réalité que je vois. Ça, c'est très important pour moi. Il en va vraiment de la crédibilité de ces vidéos-là et de ces reportages-là. Mais il y a quand même beaucoup de préparation en amont pour leur expliquer la raison pour laquelle j'ai envie de les voir, la raison pour laquelle je vais venir les voir, le temps que je vais passer, les questions que je vais poser, grosso modo. Et je me rends bien compte, quand il y a des sujets comme le glyphosate, comme le foie gras, qu'il y a des craintes. Voilà, on se dit... que certaines associations, certains militants vont réagir de manière violente, peut-être en voyant ces images-là, etc. Donc il y a des peurs, et finalement, à chaque fois qu'ils ont découvert les vidéos et surtout les débats qui ont lieu autour de ces vidéos, ils étaient agréablement surpris et heureux d'avoir participé, de m'avoir fait confiance finalement pour ces vidéos-là, de m'avoir ouvert leurs portes. Parce que ça... Voilà, alors il y a toujours des réactions très négatives, mais avec des arguments qu'on peut entendre, sur lesquels on peut échanger, sur lesquels on peut peut-être un peu évoluer, se rapprocher, trouver des points d'entente ou pas, et accepter simplement qu'on a des avis divergents, et ça se passe de manière... Voilà, je pense que quand on montre la vérité et qu'on prend le temps de formuler des arguments, tout se passe plutôt bien, et quand on explique pourquoi on a ces avis-là, tout se passe plutôt bien. Ouais. Et est-ce que tu penses que le fait que tu prennes beaucoup de place dans tes vidéos, c'est-à-dire que moi je suis persuadé qu'il y a des gens qui te suivent non seulement pour la qualité de ton contenu, mais aussi pour toi, parce qu'ils te trouvent sympathique et ils aiment la façon dont tu présentes. Est-ce que aussi l'aspect émotionnel, parce que on va peut-être rester un peu trop sur la question du gavage, mais c'est le fait que tu sois là, qu'on te filme, qu'on voit ta réaction, et en plus tu fais une voix off, on sent ton émotion, et du coup ça crée un climat vraiment de confiance, et en se disant est-ce qu'on se dit pas je vais pas m'attaquer à ces gens-là ou à Pierre Girard, et que du coup ça un peu tempère les réactions agressives. Ouais, alors moi, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on s'attaque à moi, parce que moi, pour le coup, je fais juste mon boulot de journaliste, et que je suis pas là-bas pour défendre ou non le gavage, ou pour défendre ou non... je suis simplement là-bas pour expliquer aux personnes qui vont regarder la vidéo ce que font ces deux femmes, et l'engagement qu'elles ont, et la façon dont elles travaillent, et leur montrer de manière fidèle. Et le fait que je sois à l'image, pour moi, c'était effectivement un choix, une question que je me suis posée assez centrale dans la façon dont, au moment où j'ai commencé Tous Terriens, c'était vraiment l'envie de montrer que je me mettais pas en retrait du sujet, et que j'avais envie de parler d'égal à égal aux personnes qui font l'agriculture aujourd'hui. Et pour moi, ça passait par le fait d'être à l'image, à côté de ces personnes-là, et de les regarder dans les yeux et de leur parler, d'être vraiment dans leur quotidien, et pas me retrancher derrière la caméra. Ouais. C'était très important. Et alors forcément, ces personnes-là, alors je dirais pas qu'elles sont attaquées, mais elles sont confrontées à leur choix d'agriculteurs et d'agricultrices, oui. Mais elles ont l'occasion d'y répondre sous les vidéos, et je pense que
je pense vraiment, sincèrement, que ce format-là et le fait que ce soit diffusé sur YouTube dans ce cadre-là, ça participe aussi au fait à la dynamique constructive de la série. T'as une façon de travailler sur la chaîne YouTube, en tout cas, tu choisis de mettre en lumière le positif plutôt que de dénoncer. Donc ça, c'est quelque chose une façon de travailler qui nous parle beaucoup avec Charlotte sur Oiseau Bondissant, parce que c'est exactement notre ligne éditoriale. On a envie de montrer qu'il y a plein d'initiatives positives qui existent, et inspirons-nous plutôt que d'aller dénoncer ce qui ne va pas. Et même en gardant cet esprit, tu gardes toujours beaucoup de recul, donc comme tu es journaliste scientifique, et systématiquement tu consultes, tu l'as dit tout à l'heure, tu vas aller consulter des chercheurs. Quand tu parles du foncier, tu parles d'aller consulter la SAFER pour avoir de l'information, et tu prends jamais pour argent comptant ce qui est dit dans la vidéo. Quand on te parle de technique culturelle, tu consultes l'INRA. Et aussi, une vidéo qui m'a marqué, c'est celle du paysan boulanger qui pratique la biodynamie. Donc moi je suis assez dubitatif sur cette méthode. J'ai l'impression aussi dans la vidéo que tu l'es un peu, où on le voit à 5h30 du matin en train de mettre de la poudre de quartz maturée dans de l'eau, et pendant 1 heure il va remuer l'eau, et ensuite il met ça dans un bidon et il va aller pulvériser à pied dans son champ. Et à ce moment-là, tu dis, je suis obligé de vous dire que c'est une méthode qui n'est pas prouvée scientifiquement, et tu décris ce que c'est, etc. Moi, je trouve que c'est un point très fort de ton contenu. Et est-ce que c'est une part centrale de ton travail ? C'est central parce que pour moi, c'est pas simplement montrer les exemples positifs, c'est être constructif. Pour moi, c'est aller voir ce qui se fait de bien, mais avec un regard critique. Les deux vont de pair dans mon travail. Il faut systématiquement accepter le fait qu'il y a des questions critiques. Voilà, je suis journaliste effectivement avec une envie de passer des connaissances scientifiques sur toutes que ce soit la biodynamie ou la conservation des sols ou le conventionnel, le bio, tout ce qu'on veut, toutes les agricultures qu'on connaît, il y a toujours une part de tradition, de croyance qui pour moi ne doit pas entrer en ligne de compte, ne doit pas polluer finalement la question sur la solution qu'on cherche. Donc sur la biodynamie, c'était peut-être important que je précise la question scientifique. Sur le gavage, par exemple, alors je suis même allé consulter des experts de la question en Allemagne, parce que souvent on reproche aux scientifiques de l'INRAE d'être trop partial sur la question, donc je voulais vraiment me mettre à l'abri de cette critique-là et aller recouper leurs informations avec des informations de personnes qui en général critiquent le gavage avant d'écrire mon commentaire. C'est important pour moi, quand on veut être constructif, de chercher certes des exemples positifs, mais aussi d'accepter de les critiquer. Oui, parce que si tu avais laissé, dans l'exemple que j'ai pris du paysan boulanger, si tu n'avais pas fait de remarques, on aurait pu croire en tout cas que la réussite de ces cultures était due à la biodynamie. Et le fait que tu mettes un peu de recul dans le propos, ça l'a poussé à dire oui, en fait, c'est aussi parce que j'ai fait une rotation de culture, c'est toute sa technique, toute la technicité agronomique qui lui a permis d'arriver à ces résultats. C'est ça, sur l'exemple de la biodynamie, c'est typique. On a des scientifiques qui observent de très bons résultats sur beaucoup d'exploitations en biodynamie. Et en réalité, on n'a aucune étude scientifique, aucune publication scientifique aujourd'hui qui arrive à expliquer le lien de causalité entre les pratiques biodynamiques et les résultats. On peut en penser ce qu'on veut, c'est important d'avoir ça en tête. Bon, pour passer à un autre sujet, est-ce que tu as un tournage dont tu es le plus fier ? Donc c'est difficile de choisir, pareil. 13 ans de Xenus et puis 3 ans de YouTube, mais est-ce qu'il y a un tournage dont tu as envie de parler ? C'est très difficile. Ou un contenu que tu as envie pour lequel tu as envie de faire un peu de promotion ?
Non, c'est très difficile, d'autant plus que quasiment tout. Je garde beaucoup de contacts avec toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de la série Tous Terriens. Et je sais qu'elles suivent toutes les vidéos et sans doute, j'espère, que ces personnes-là écoutent le podcast aujourd'hui. Donc, j'ai pas envie de vexer quelqu'un. Je pense que effectivement dans l'approche constructive, on va dire, je suis assez fier de sujets comme celui du foie gras ou celui du loup, d'avoir créé sur des sujets effectivement particulièrement où je m'attendais à ce que les discussions et les débats en commentaire soient particulièrement explosifs, une dynamique où des gens qui ont des avis toujours particulièrement divergents arrivent à se retrouver et à échanger sur le fond. Ouais. D'ailleurs, on en avait parlé juste avant que tu publies. J'avais dit, oula, un sujet sur le loup. J'espère que les retours vont pas être trop brûlants. C'est vrai. Et donc là, je suis particulièrement heureux que ça puisse avoir lieu. Je suis un peu déçu de pas avoir réussi à faire la même chose sur le glyphosate, dont j'ai traité plusieurs fois. Là, je pense que les positions sont encore trop marquées, qu'on a du mal à en discuter et à admettre la contradiction de part et d'autre, et à écouter simplement les arguments scientifiques et à regarder les résultats de ceux qui essayent de faire évoluer les méthodes sur le terrain, mais je désespère pas d'y arriver. J'essaierai dans cette 3e saison que je commence. Est-ce que tu es satisfait des résultats pour l'exemple de la vidéo du loup, puisque c'est la dernière? Est-ce que, donc là, moi j'ai regardé récemment, c'était 13 000 vues, donc ça fait combien, une semaine qu'elle a été publiée? Ouais. En comparaison, une vidéo qui a très bien marché récemment, c'est celle sur les pailleux de France, qui a eu 64 000 vues. Mmh. Est-ce que tu es satisfait de ce retour, ou est-ce que les vues, ça n'a pas d'importance pour toi? Ça a quand même de l'importance. Si je disais le contraire, vous ne me croiriez pas, mais c'est vrai que pour moi, je te disais, le loup, en l'occurrence, ou le foie gras, c'est pas tant le nombre de vues dont je retire la satisfaction principale, c'est vraiment les échanges en commentaire, et les débats qui ont lieu, les prises de conscience qui ont lieu autour de ces sujets. De voir quelqu'un qui, après avoir vu la vidéo sur le foie gras, dit j'en ai jamais mangé, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé parce que ça me dégoûte, le gavage, et j'en mangerai certainement plus jamais, mais j'admire ces femmes. Pour moi, c'est la plus belle des victoires. Enfin, pas une victoire, mais en tout cas d'avoir réussi à faire passer une information auprès de personnes qui sont à ce point réticentes à l'idée. Pour moi, c'est bien plus important que les vues. Après, c'est vrai que parfois je suis un peu déçu de l'effet multiplicateur ou démultiplicateur que peut avoir l'algorithme YouTube, parce que si tu rentres pas dans le buzz, si tu fais pas un contenu qui rentre dans les catégories de la plateforme YouTube, t'as du mal à aller au-delà de la communauté qui existe déjà. Moi, j'aimerais beaucoup l'élargir à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de regarder des vidéos agricoles, et pour ça, YouTube est un peu bloquant parce qu'il ne propose pas forcément ses contenus par ailleurs au-delà des cercles d'intérêt restreints. C'est un peu dommage, et sur les sujets journalistiques en général, c'est un problème parce qu'il n'y a pas vraiment de catégorie sur YouTube qui est adaptée au contenu journalistique. On est plus soit dans du jeu, il y a des catégories, si on regarde les catégories de YouTube, qui correspondent finalement pas à ce que je propose moi. Est-ce qu'il y a une catégorie vulgarisation? Il n'y a pas de catégorie vulgarisation. D'accord. Non. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois pas qu'il y en ait. Non. Okay. Il y a une catégorie qui a été créée d'ailleurs à l'initiative d'Arte, sur une catégorie culture dans laquelle il y a de temps en temps de la vulgarisation. Voilà. Mais bon, pour la catégorie culture, on est encore un peu loin. Ouais. Est-ce que tu cherches, ou est-ce que tu as pour projet d'élargir ton champ d'action et essayer de tester des nouvelles formes de communication? Donc aujourd'hui, tu as déjà la télévision, même sur les formats de la télévision, on a dit, tu as fait de la réalité virtuelle, tu as fait des lives sur les réseaux sociaux, tu as
tu as fait en visio pendant le confinement. Est-ce que tu t'intéresses à du podcast, faire du documentaire en court ou en long métrage, ce genre de choses? En permanence, je consomme beaucoup de podcasts, beaucoup de documentaires. J'aimerais beaucoup en faire aussi. Pour moi, c'est, comme je te disais tout à l'heure, d'abord le sujet, ensuite le mode de diffusion. Pour le moment, Tous Terriens, pour moi, c'est quelque chose qui doit être diffusé sur YouTube, parce que tu l'as compris, ces commentaires sont très importants pour moi, cette interaction avec la communauté terrienne est très importante pour moi. Après, voilà, il n'y a pas de projet à proprement parler. J'aimerais beaucoup faire un podcast sur ces sujets-là aussi, mais voilà, vous le faites très bien déjà. Et un documentaire, c'est pas d'actualité? Pas d'actualité pour l'instant, mais c'est pas du tout exclu. Ouais. D'abord le sujet. Est-ce que tu peux nous raconter le déroulé d'un tournage de Tous Terriens, un de ton choix, ou alors moi je t'en propose deux. Vas-y. Soit celui Vivre avec le loup, donc la dernière vidéo publiée, ou Bio et autonome, tout produire à la ferme. On peut peut-être parler de Vivre avec le loup. C'était assez spécial parce qu'il y a eu 2 visites, donc pas une seule. En général, je vais plutôt sur une exploitation agricole pour une vidéo. Là, j'avais envie d'en voir plusieurs. C'était aussi une réaction. Alors, la jeunesse des vidéos est très 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 différente d'une vidéo à l'autre. Parfois, j'ai des abonnés qui m'écrivent en me disant « tu devrais aller voir telle ferme ». D'autres fois, c'est dans un commentaire qu'on me pose une question qui m'amène à aller chercher des fermes qui se la posent aussi. Et là, c'était la vidéo. De Joseph Boussion, qui fait Carnet de berger, ce berger qui était dans les Alpes à l'époque et qui a été énervé, pour le dire comme ça, par une vidéo d'Hugo Clément, et qui avait réagi, qui avait interpellé Hugo Clément de manière assez violente dans une vidéo qui avait fait plus d'1 million de vues à l'époque, et qui, moi, m'avait interpellé aussi en tant que journaliste qui se pose des questions sur le traitement de ces sujets-là. Et donc sur le retour du loup, il l'avait invité à aller voir la réalité sur le terrain et à sortir de sa bulle, à sortir de son bureau en ville. Je me suis naturellement senti interpellé par cette vidéo, parce que j'avais aussi tendance à me dire le loup a sa place forcément dans les campagnes, s'il est revenu c'est qu'il y a une bonne raison, etc. Il va trouver sa place, ça va peut-être prendre du temps, etc. J'avais du mal à comprendre comment on pouvait à ce point être opposé au retour du prédateur dans les campagnes. Donc j'ai décidé j'ai simplement décroché mon téléphone, je l'ai appelé et je lui ai dit ok, j'aimerais bien voir comment ça se passe et que tu me montres et expliquer ça à ma communauté justement sur YouTube. Et il a tout de suite été très très volontaire. Donc lui, il vient de déménager dans les Pyrénées, puisqu'il s'associe avec Olivier de la ferme du Païssas dans la vallée d'Aspe. Et il se trouve que c'est une région dans laquelle le loup n'est pas encore établi de manière permanente, mais dans laquelle le loup occupe beaucoup de discussions, et donc il m'a proposé de me montrer comment il se posait ces questions-là. Donc c'est ce qu'on voit dans la vidéo. En parallèle, je suis parti dans les Alpes, près de Salanches, sur un alpage chez Muriel et Johan, où j'ai pu voir, et là pour le coup j'ai passé 2 journées et 1 nuit, le stress que ça représente en permanence de vivre avec cette présence du loup quelque part, sachant donc là en l'occurrence c'est un alpage sur laquelle la présence permanente d'une meute de loups est reconnue. Donc ça veut dire qu'en permanence, quand la quasi-totalité de l'année les bêtes sont à l'extérieur, on écoute. Alors il y en a grosso modo un des 2 qui dort pas et qui écoute si les chiens aboient, et dès que les chiens aboient, on saute du lit, on n'a pas le temps de s'habiller et on va voir. Et si c'est le loup, ça peut être voilà. Après il y a les traumatismes des bergers, des éleveurs, et il y a les traumatismes des bêtes. Voilà. Tout ça, c'est ce que j'essaie de montrer dans la vidéo. Et donc c'est une vidéo qui a mis plus de temps à être produite, puisque donc j'étais dans les Alpes et dans les Pyrénées, et une histoire un peu particulière, une histoire assez forte aussi de ces personnes qui ont accepté de m'ouvrir leurs portes sur une question sur laquelle forcément
ils savaient qu'ils allaient être attaqués après, dans leur position. Quel que soit ce qu'on dit sur les loups, finalement, on est toujours en proie aux critiques. Donc là, t'as été interpellé par cette première vidéo, t'as contacté deux exploitants différents, enfin deux paysans différents, ou deux bergers plutôt, deux types de bergers différents, et tout de suite t'as été accueilli, ils ont pris positivement l'idée de t'accueillir chez eux, et avec ton caméraman ou ta caméraman, je sais pas qui c'est. Mon caméraman, non mais ils étaient assez volontaires. Joseph a tout de suite trouvé mon approche. Il connaissait c'est l'avantage, c'est que là maintenant après 2 saisons, les agriculteurs, les agricultrices, les bergers, les bergères connaissent la série en général quand je les appelle. Donc ça facilite beaucoup le contact, on connaît mon approche, on sait justement que je ne rechigne pas à dire ce qui va pas, mais aussi que je montre la complexité de la question dont je vais traiter. Et cette envie de vérité, ils la partagent en général aussi. Et ils se disent que c'est le cadre idéal pour arriver à créer un dialogue constructif avec la société. Et là, c'est particulier parce que tu as passé au moins 2 jours dans les montagnes, tu as dormi dans la tente, etc. Voilà. Donc là, ça demande beaucoup plus de logistique que d'habitude. Oui, ça demande plus de logistique. Cela dit, les tournages que j'ai faits pendant l'année Covid, où il y avait des mesures plus ou moins strictes de confinement et peu de possibilités de se loger quand on était dans les régions, c'était aussi une logistique assez particulière. Je ne sais pas laquelle des 2 logistiques est la plus complexe entre l'attente et trouver un logement en période de confinement, mais ouais, voilà. Non, mais c'était une vidéo particulière de ce point de vue-là, naturellement. Ouais. Bon on va arriver sur les rubriques, les rubriques classiques du podcast, donc que je pose à tous les invités. Est-ce que tu as un message à donner aux jeunes qui veulent se lancer? Donc pour toi c'est dans le journalisme, mais ça peut être aussi dans l'envie de se lancer sur YouTube ou de vulgariser, de s'intéresser à la science. C'est ce que je disais un tout petit peu au début du podcast, c'est que il faut surtout pas avoir peur de se lancer. Et qu'on n'a pas besoin de suivre un parcours type, un parcours standard. C'est pas parce qu'on décroche pas le concours d'une école de journalisme qu'on va pas pouvoir faire de vidéos sur YouTube. Donc il faut se lancer. Aujourd'hui c'est facile avec son smartphone de se lancer, de faire une première vidéo. Alors faut pas oublier non plus la problématique du son, ça c'est important aussi. Mais bon, pour faire une première vidéo, tester, commencer à développer une communauté, c'est assez facile à faire. On a quasiment tous un smartphone, donc je dirais essayez. Et puis si vous avez une hésitation, écrivez-moi sur Insta ou sur YouTube et puis on pourra en parler. Pour développer ta réponse, on dit souvent qu'aujourd'hui il y a énormément de concurrence parce qu'on a tous un smartphone, donc on a tous une caméra, donc le matériel n'est plus une barrière. Donc on a énormément de concurrents, mais en même temps on a accès à tellement d'informations, on peut se former beaucoup plus facilement qu'autrefois, et donc il y a toujours la possibilité de créer des belles choses, et c'est de créer qui va ensuite nous mettre le pied à l'étrier, je pense. Voilà, c'est ça, il faut aussi avoir quelque chose à dire, effectivement. Ouais. Voilà, c'est le plus important. Et tu penses que ton expérience de journaliste et le fait que ta notoriété t'ont permis de créer une communauté plus rapidement sur YouTube? Sans doute, je veux dire, c'est des sujets auxquels j'ai toujours traité de près ou de loin de ces sujets-là, donc forcément ça y participe. Il y a une certaine cohérence, on va dire, au niveau des personnes à qui je m'adresse aujourd'hui avec ma chaîne YouTube par rapport à celles à qui je m'adressais auparavant. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me faire une recommandation culturelle? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de culture? Ça peut être un film, un bouquin, un documentaire, une exposition. Ça peut être une agriculture aussi. Si tu veux. Hein. Non, parce que c'est vrai que moi j'écoute le podcast comme tu sais aussi, et que parfois je me dis ça pourrait aussi être une rubrique où on accepte que dans entre guillemets la grande culture
on accepte l'existence des cultures rurales aussi et de nos terroirs aussi qui sont finalement intimement liés et qu'on a tendance à pas voir à la même hauteur. Donc voilà, je me suis dit peut-être que je pourrais vous proposer un vin ou un fromage aussi qui fait partie de la culture. Et en fait, il se trouve que juste à côté d'ici, à 500-600 mètres de l'autre côté du périphérique, il y a l'équipe de Pierre Coulon de la laiterie de Paris qui a monté il y a quelques années dans le quartier de la Goutte d'Or, qui d'ailleurs porte le nom de la Goutte d'Or par rapport au vin qui était produit dans ce coin de Paris. Je ne savais pas jusque-là, mais ils produisaient du vin. Et donc c'est la fameuse Goutte d'Or tient son nom du vin qui était produit dans ce coin de Paris. Et ils ont établi une laiterie. Ils achètent du lait à prix coûtant quasiment d'éleveurs en dehors de Paris, qui transforment en fromage dans Paris. Et il se trouve que là, ils viennent juste de racheter une laiterie à Camembert, dans la ville de Camembert aussi, qui font revivre et ils sont en train de refaire un Camembert bio dans la laiterie de Camembert qui était à l'abandon. Donc là, ils viennent de la retaper tout l'été et ils viennent de terminer leur premier Camembert qu'ils vendent là juste à côté du périphérique dans le quartier de la Goutte d'Or, qui exprime naturellement le terroir normand, qui exprime l'herbe que les vaches ont pâturé pendant tous les mois où elles étaient à l'extérieur. Donc tout aussi cette valorisation du terroir par la présence des animaux, et puis peut-être aussi le fait que la présence des animaux fertilise une parcelle qui deviendra peut-être une parcelle de blé l'année prochaine, etc. Donc tout ça se retrouve aussi dans ce fromage que les Parisiens vont pouvoir découvrir. Et j'aime bien l'idée justement de cette culture qui relie la ville et la campagne. Voilà, j'étais un peu piégé sur cette question-là. Mais je peux aussi te proposer des livres si tu veux. Ou un livre, j'aime bien le livre de Bertrand Valliorgue, Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène aussi, qui offre des pistes de réflexion. Donc c'est un scientifique de l'université de Clermont-Ferrand qui offre des pistes de réflexion intéressantes, et notamment sur la question de l'agriculture de régénération, qui est un terme très en vogue actuellement. Ok, merci beaucoup. Est-ce que si tu pouvais revenir faire un voyage dans le temps, rencontrer le Pierre Girard âgé de 16 ans, tu lui dirais quelque chose en particulier? Comme je disais tout à l'heure, à 16 ans, c'est à peu près l'âge où je décidais d'être journaliste et où j'étais interpellé par les problématiques environnementales. Donc je dirais vas-y, c'est ce qu'il faut faire. En 2021, on en aura encore bien besoin. Et puis pour tous ceux qui ont 16 ans aujourd'hui, de surtout pas... d'avoir confiance en la personne qu'ils sont. D'y croire. De croire en leur individualité, en leur différence. Surtout quand on a 16 ans. Surtout quand on a 16 ans, ouais. Est-ce que tu peux nous suggérer un invité? Et n'essaye pas de nous suggérer une agriculture. Non, mais inviter Bertrand Valliorgue, dont je parlais juste avant, il est génial. Ça fait, un scientifique en sciences de gestion. Je pense que vous n'en avez pas encore eu dans le podcast. Non. Et est-ce que tu peux nous suggérer une invitée féminine? Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu. Oui. Vous pourriez aller voir, mais Ah si, allez voir Émilie Janin, bien sûr. Allez voir Émilie Janin qui vient de mettre en service son abattoir mobile. C'était l'une des toutes premières vidéos que j'avais faites sur ma chaîne YouTube dans Tout c'était rien. Elle s'est battue pendant 5 ans pour mettre en service un abattoir mobile en Bourgogne, en Côte d'Or. Alors sur le modèle des abattoirs mobiles en Scandinavie pour abattre les rennes à la base, mais qui ont été adaptés pour les bovins. Et donc son idée, c'était d'éviter à ces bêtes. Elle est éleveuse de charolaises à la base, en Côte d'Or, et elle en avait marre de faire plusieurs heures de transport avec ses vaches pour les emmener à l'abattoir.
Et elle a mis au point cet abattoir qui vient d'entrer en service avec une marque qui s'appelle Le Bœuf Éthique. Et je trouve que c'est absolument fascinant son projet et sa passion. Et ça va être très intéressant à suivre maintenant que c'est lancé, parce qu'il y a une grosse pression. Il faut maintenant prouver que ça marche pour que ça puisse se généraliser et qu'on ait un vrai maillage de petits abattoirs en France, mobiles ou non. Et c'est le projet qu'elle porte. Ouais, c'est une initiative dont on n'entend pas du tout parler et qui a l'air hyper positive. Et on fera une interview avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Sur Instagram, sur YouTube, bien sûr. Si vous tapez Pierre Girard, vous allez me retrouver assez facilement et j'essaie de répondre aux questions aussi souvent que possible. Et est-ce qu'il faut rester curieux ? Bien sûr, toujours. Restez curieux. Et curieuse. Merci beaucoup, Pierre Girard. Merci, Alexandre. Et voilà, cet épisode de Poids Plume est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. Ce 14e épisode marque la fin de la saison 1 de Poids Plume et on vous prépare un épisode spécial pour vous annoncer les projets de la saison 2, aussi bien pour Oiseau Bondissant que pour le podcast. Pour cette année 2022, on vous réserve de nouveaux formats, plus d'épisodes et plus de régularité. Vous pouvez déjà espérer un nouvel épisode tous les 10 du mois. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram oiseau.bondissant et Poids Plume Podcast. Et si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau, partagez-le autour de vous. Et si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.